Et cet invité, c'est Gérald Bronner. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, je recherche mes feuilles parce que je ne retrouve plus. Voilà, vous êtes, si on peut remonter un tout petit peu plus haut, voilà, vous êtes grand spécialiste des croyances collectives. Pourquoi on croit en certaines choses et puis pourquoi on n'y croit plus. Vous avez aussi publié La démocratie des crédules en 2013. Vous avez aussi rédigé une grande partie du dernier rapport de la Miviludes, qui est la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est une mission rattachée au Premier ministre en France. Alors, avant Internet, en tout cas, il y avait l'espace social de nos relations, de nos proches, de nos amis, de notre famille. Et puis, Internet est arrivé. J'imagine que pour vous, le sociologue que vous êtes, Internet, c'est une énorme révolution. Ah, c'est une révolution, pas seulement pour le sociologue que je suis, puisque cette révolution, elle a eu lieu aussi bien dans les échanges commerciaux, mais il est vrai que moi, je m'intéresse, comme vous l'avez dit, plutôt aux croyances collectives, et ça a été aussi une révolution sur ce qu'on pourrait appeler le marché de l'information. En fait, Internet consiste en une vaste dérégulation du marché de l'information, et les croyants ne sont pas attendus à Internet pour surgir dans l'espace public, mais disons, certaines argumentations existaient et étaient confinées dans des espaces de radicalité, et Internet leur a permis d'essaimer dans l'espace public. D'essaimer avec une échelle absolument incroyable, puisque c'est le monde en fait qui devient un village grâce à Internet. Oui, et le problème, c'est que ces argumentations qui sont maintenant disponibles pour tous, elles sont d'une certaine façon convaincantes parce qu'elles flattent les pentes les moins honorables de l'esprit. Je vais prendre simplement un exemple. On voit que la méfiance par rapport au vaccin, parce que ça a vraiment des conséquences dramatiques en termes de santé publique, progresse très fortement depuis le début des années 2000. Donc depuis le moment de cette dérégulation, il y avait en France 9% des Français qui se méfiaient des vaccins. Ils sont en 2010 presque 40% qui se méfient des vaccins. Eh bien ça, c'est la conséquence du fait que sur ce marché de l'information, des formes d'argumentation qui attisent les risques, la peur des risques que nous avons tous, eh bien, commencent à se diffuser. C'est ce que j'appelle la démagogie cognitive en réalité. Alors, vous parlez de la peur des risques. Vous avez écrit dernièrement ce livre qui s'appelle « La planète des hommes, réenchanter le risque ». C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, le principe de précaution fait qu'on a peur de tout. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas tant le principe de précaution que le précautionnisme, c'est-à-dire l'application idéologique du principe de précaution. Oui, je crois qu'il n'y a pas besoin de regarder très longtemps notre société pour voir qu'on vit dans une société de peur permanente, dont les citoyens sont presque tous hypocondriaques. Et ça, je trouve que c'est assez dommageable à l'intérêt général, quoi. Internet, on peut dire que c'est le royaume de la rumeur. Oui, pas seulement, c'est aussi le royaume de tas de choses tout à fait formidables, mais c'est aussi en effet le royaume de la rumeur, parce que cette rumeur, elle existait auparavant, mais elle pouvait se déployer dans l'espace social que par le bouche à oreille. Elle n'avait pas accès à la presse conventionnelle. Alors aujourd'hui, la force de la rumeur, elle est démultipliée par ce flux d'informations que représente Internet. Songez qu'il y a eu plus d'informations publiées au début des années 2000 que depuis l'invention d'imprimerie par Gutenberg. Donc il y a une croissance absolument exponentielle de l'information et de la disponibilité de l'information dans l'espace public. Alors, qui dit Internet dit aussi souvent les fameuses théories du complot. C'est en tout cas sur Internet qu'on les trouve. Ce complotisme, c'est aussi, j'allais dire, un carburant pour Internet. Je ne sais pas si c'est un carburant pour Internet, mais en tout cas, il profite à fond de l'existence d'Internet, ce complotisme. Pour plein de raisons, mais il y en a une parmi d'autres qui est très intéressante et qu'on a vu notamment à l'œuvre après l'affaire Charlie Hebdo. Après ces terribles attentats, vous avez vu, tout le monde a été surpris de voir la rapidité avec laquelle ont émergé des théories du complot. Et ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est d'une part cette rapidité et d'autre part le nombre d'arguments qui florissaient. En quelques jours, je les ai comptés, en quelques jours, il y avait plus de 100 arguments en faveur de cette théorie du complot. Alors c'était la couleur des rétroviseurs, vous savez, qui avait changé, c'était la rapidité avec laquelle notre président François Hollande était arrivé sur les lieux, il était venu trop rapidement, donc c'était suspect, etc. En fait, Internet permet de recruter très 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 largement des gens qui vont s'amuser à chercher des anomalies, et ces anomalies, eh bien, elles vont s'agréger pour former ce que j'appelle un millefeuille argumentatif, ce qui assure une très grande performance aux théories du complot qu'auparavant elles n'avaient pas. Mais est-ce que ça atteint je dirais, le cœur de l'information? Est-ce que finalement ça ne reste qu'en surface? Alors, le problème, c'est que il faut beaucoup de rivières pour créer un grand fleuve. Je dirais que beaucoup s'amusent avec ces idées sans y croire vraiment, mais peu à peu, cette théorie du complot, puis cette autre, forment une sorte de méga-théorie du complot qui finit par douter de tout. Et ce qu'oublient ceux qui revendiquent le droit au doute, c'est que ce scepticisme sans méthode conduit très facilement à la crédulité. Et donc, on commence à être anti-système, on commence à vomir l'Occident, on commence à douter de toutes les informations. Et ça aussi, il y a beaucoup d'indices
d'indices de sondages notamment qui montrent que la suspicion, elle a beaucoup augmenté ces 15 dernières années. Mais malgré tout, les théories du complot ne sont pas, je dirais, majoritaires dans les opinions publiques. Ça reste quand même des phénomènes assez marginaux. Ils ne sont pas tout à fait marginaux, puisque, par exemple, il y a 20% des Français qui croient à la théorie des Illuminati, qui croient que les Illuminati, pourtant c'est vraiment une théorie loufoque, qui croient que les Illuminati contrôlent le monde. Et dans un sondage qui date de 3 ou 4 ans, 50% des Français se déclaraient, disons, adeptes d'une certaine façon, d'une vision conspirationniste de la politique. En d'autres termes, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution, ils considéraient que ce n'était pas vraiment les hommes politiques qui avaient la main sur les affaires de ce monde, mais d'autres groupes, et notamment d'autres groupes cachés. Alors, je considère que ce n'est pas tout à fait marginal, en fait. Alors, si on veut parler des dérives sectaires, en quoi est-ce que l'Internet est un instrument de comment dirais-je, de l'amplification de ces dérives sectaires? Ce qui caractérise la dérive sectaire, si vous voulez, c'est la radicalisation de l'esprit. Alors en fait, plutôt que de parler de secte à proprement parler, ce qui m'intéresse, c'est l'objet radicalisation. Et cette radicalisation, pour ce faire, il faut qu'elle se fasse en groupe. Il est très rare de voir un individu qui se radicalise tout seul. Donc auparavant, avant Internet, pour se radicaliser, il y avait un obstacle géographique. Il fallait pouvoir rencontrer physiquement des individus qui étaient radicaux comme vous, qui pensaient de façon extrême. Et donc, fort heureusement, ces processus de radicalisation étaient assez rares. Il y avait cet obstacle géographique. Aujourd'hui, en quelque sorte, Internet permet de liquéfier cet obstacle géographique et on peut rapprocher les gens. Voilà, l'obstacle géographique n'existe plus. On peut se rapprocher, même si on est porteur d'une forme de rareté mentale. Si on met de côté la question de la radicalisation, supposons par exemple que vous collectionniez, je sais pas moi, des bouteilles d'eau, ce qui est très très rare, mais il y a personne autour de vous. Donc vous n'allez pas devenir un maniaque de cela. En revanche, si vous avez un outil comme Internet qui vous permet de rencontrer d'autres individus qui ont cette rareté mentale-là, eh bien vous allez pouvoir converger, vous polariser en groupe et devenir en quelque sorte des radicaux de cette collection un peu étrange. Ceux-là ne sont pas les plus dangereux. Voilà. Alors, quelquefois, c'est pas du tout dangereux, c'est amusant. Quelques autres fois, cette radicalisation, c'est le djihadisme, c'est d'autres formes de théories qui peuvent être dangereux d'un point de vue politique. Alors, vous évoquez le djihadisme, les dérives sectaires liées à l'islam. Dans le rapport de la Miviludes, vous n'en parlez apparemment pas beaucoup. Non. Pour quelle raison? C'est un choix? Il se trouve que la Miviludes n'a pas alors là, je ne parle pas en son nom, moi je ne suis pas membre de la Miviludes, mais ce n'est pas dans son champ d'investigation que les questions de l'islamisme. Peut-être que ça va y revenir. À mon avis, il faudrait d'ailleurs qu'elle puisse s'en occuper, mais ça, c'est le Premier ministre et le gouvernement qui ont à décider, disons, le périmètre de compétences. Alors je l'évoque un peu, je l'évoque un tout petit peu dans le rapport. Il ne fait pas de doute en tout cas qu'Internet joue un très grand rôle dans les dérives sectaires liées à l'islam. Et d'ailleurs, la plupart des djihadistes dont on a pu trouver des témoignages, il y a des collègues qui font des entretiens avec ces djihadistes qui sont en prison ou autres, la plupart du temps sont porteurs d'items conspirationnistes. Tous les conspirationnistes, heureusement, ne deviennent pas des terroristes, très très loin de là. En revanche, la plupart de ceux qui passent à l'acte sont porteurs de croyances conspirationnistes. Donc ils se sont peut-être radicalisés aussi en rencontrant certaines propositions douteuses sur le marché des idées. Alors là, on a parlé d'aspects relativement négatifs de l'utilisation, de l'exploitation entre guillemets d'Internet. Il y a aussi des choses plus positives. Par exemple, les lanceurs d'alerte qui utilisent Internet pour faire passer un message et pour, disons, mettre le doigt sur une menace, en tout cas ce qu'ils considèrent eux comme une menace sur la démocratie. Vous considérez que c'est le côté positif d'Internet? Mais il y a plein de côtés positifs d'Internet, bien sûr. Il y a même du travail collaboratif en termes de science, par exemple, pour repérer des espèces rares. Ou il y a un jeu qui s'appelle Foldit, il s'agit d'un jeu de combinaison de molécules et qui a donné lieu, donc c'est un travail collaboratif, qui a donné lieu à une publication dans la revue Nature, qui est une des revues les plus prestigieuses en sciences. Et Wikipédia me semble être un assez bon exemple d'une assez formidable réussite, même s'il y a plein de critiques à émettre éventuellement. Je trouve que c'est quand même une très grande réussite de cette appareil de collaboration qui est Internet. Donc moi, je ne suis pas du tout anti-Internet. C'est un outil que j'utilise tous les jours. Et les lanceurs d'alerte, vous trouvez que c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de, je dirais, pratiquement même de la démocratie dans laquelle nous vivons? Ça dépend ce que vous appelez des alertes. Le problème des lanceurs d'alerte, notamment dans le domaine sanitaire, ils ont quelquefois raison, mais ils ont très très souvent tort. Et quand ils ont tort, ils peuvent faire un dommage terrible. Par exemple, je parlais des vaccins tout à l'heure, il y a des lanceurs d'alerte sur la question des vaccins, et ces alertes, elles peuvent créer de la suspicion et des abstentions de vaccination. Et vous voyez réapparaître des maladies qui avaient quasiment disparu, notamment par exemple la rougeole. On sait que sur la côte ouest des États-Unis, la rougeole est réapparue et elle est portée, ça c'est un élément sur la croyance collective qui est quand même assez intéressant, elle est portée par des gens qui ont un haut niveau d'études. Comme quoi être porteur de croyance, c'est pas forcément être stupide ou n'avoir
pas d'éducation, etc. hein. Mais quand les lanceurs d'alerte, par exemple, nous révèlent l'ampleur des moyens de surveillance des services secrets, comme la NSA, par exemple, aux États-Unis, là, ils jouent un rôle démocratique tout à fait évident. Car ils ont raison de nous alerter sur ces risques. Peut-être qu'ensuite, les conclusions qu'on en tire sont hyperboliques, mais je crois tout à fait sain de savoir qu'on est surveillé et de craindre cette surveillance. C'est tout à fait naturel. Ce qui veut dire d'une manière plus générale qu'Internet, c'est quelque part l'avenir de la démocratie. En tout cas, la démocratie peut passer par Internet, qu'elle pourrait remplacer à terme la démocratie représentative, classique. C'est ce que certains espèrent. Je ne crois pas que ce soit une très bonne solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Internet pose la question fondamentale de l'essence de la démocratie, puisqu'en effet, s'y expriment des mouvements d'opinion publique, mais cette opinion publique peut être très erratique, et il ne faut pas confondre opinion publique et intérêt général. C'est là, d'ailleurs, toute la grandeur de la politique, c'est de pouvoir administrer, disons, une balance entre les deux. Un dernier mot aussi sur le travail des journalistes. Internet a modifié, c'est sûr, le travail des journalistes. Selon vous, pour le meilleur ou pour le pire ? Plutôt pour le pire, pour vous dire la vérité, puisqu'effectivement, il y a une contamination de ce marché non conventionnel de l'information qui est Internet, une contamination du marché conventionnel que sont les journalistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gatekeepers, les gardiens du seuil du marché de l'information. Et on sait qu'aujourd'hui, les journalistes, notamment sur les sites en ligne des grands journaux, sont de plus en plus influencés par les flux. Selon qu'un article a du succès ou pas, on va même jusqu'à changer le titre, par exemple. C'est une sorte de course de vitesse dans laquelle les journalistes sont impliqués. Et ils le savent bien, les journalistes d'ailleurs. Ils savent que le temps de vérification d'une information tend à diminuer. C'est pour ça que ces alertes peuvent être très pernicieuses, parce que le temps de la science, pour essayer d'évaluer une alerte sanitaire notamment, il est très long. Or, le temps médiatique, il se raccourcit de plus en plus. Donc, à partir du moment où vous ne cessez d'émettre des alertes, vous créez un embouteillage des craintes, puisque la science met un certain temps à défaire les alertes. Et donc, tout ça est une situation très compliquée. Vous avez raison de dire que ça nous met au carrefour de notre histoire démocratique. Merci Gérald Bronner. Je rappelle le titre de votre avant-dernier livre, La démocratie des crédules, qui est sans doute le livre qui se rapproche le plus du débat que nous venons d'avoir. Merci beaucoup. Aux éditions universitaires. Merci en tout cas.